codage, intelligence artificielle, micropuces et même ChatGPT, DeepSeek, le chat. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlons de technologie. Bonjour et bienvenue sur Schoolcast, le podcast dédié aux questions d'éducation, de formation, de recherche, d'innovation et même d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous recevons un homme bien ancré dans le domaine de la technologie. Enseignant, chef de division de la Pan-African Corporation and Educational Technology à l'Université des Nations Unies à Bonn, en Allemagne. Son engagement l'a amené à parcourir de nombreux pays africains pour apporter sa pierre à l'édification de nombreux projets. Dr Eric Tambo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Alors, j'aurais peut-être tous les mots pour vous présenter, mais seul vous aurez le temps exact pour le faire. Pouvez-vous vous présenter devant ceux qui nous suivent? Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier, Christian de l'opportunité d'échanger un peu sur ma petite expérience professionnelle, personnelle dans le domaine de la technologie. Donc, moi, c'est Eric Tambo. Donc, j'ai fait mes études à Yaoundé, au lycée de Mbala 2. Après les études, je suis allé en Allemagne très tôt, donc juste après le baccalauréat, donc où j'ai fait des études en informatique, donc software engineer. Mais très tôt, pendant les études, j'ai travaillé à l'université virtuelle allemande comme student assistant, donc assistant, je sais pas comment ça s'appelle, student assistant, donc, et où je programmais des systèmes éducatifs, ce qu'on appelle learning management system. Donc des systèmes d'apprentissage en ligne. Donc après les études, j'ai fait une thèse de doctorat à la même université où j'essayais de voir un peu comment la diaspora, l'expertise qu'on a dans la diaspora, les experts qu'on a dans la diaspora, en collaboration avec des universités ici en Afrique, pouvaient superviser les étudiants dans le cadre de master et dans le cadre de thèse. Donc après la thèse, j'ai dirigé un groupe de recherche qui s'appelait ICT for Dev. C'était le moment un peu du mobile, des applications mobiles pour le développement, beaucoup plus dans le domaine de l'agriculture. Donc c'était un peu le boom des technologies en Afrique. Donc j'ai dirigé ce département 2 ans avant de joindre l'Université des Nations Unies où au début j'étais responsable de e-learning, de tout ce qui est enseignement à distance. Donc l'Université des Nations Unies, c'est un réseau de 14 universités qui ont des thèmes spécifiques liés. Avant, c'était les Millennium Development Goals, maintenant, c'est les Sustainable Development Goals. Donc, c'est des universités thématiques dans l'intersection entre le travail de coopération technique et puis université. Donc, c'est un peu le profil de cette université où donc, on a plusieurs divisions de recherche qui travaillent dans des thématiques liées à l'environnement. Et au début, je devais un peu transcrire le contenu des travaux de recherche en programme éducatif, programme en ligne, parce qu'on est à Bonn, mais on a un mandat global. Donc, la majorité de nos projets sont dans le Global South, donc dans les pays en voie de développement. Et compte tenu du fait que l'équipe ne peut pas se déplacer, les chercheurs ne peuvent pas se déplacer et être présents partout, donc j'essayais de développer des modèles pour transmettre ce savoir, les résultats de nos projets de recherche, les transformer en programme éducatif pour atteindre le maximum de personnes. Donc, en gros, c'est un peu ça. J'ai fait une petite pige à l'Université de l'Union africaine en Algérie, où j'ai coordonné la recherche pendant 3 ans. Donc, l'Université de l'Union africaine est un peu comme l'Université des Nations Unies. La thématique là-bas, c'était sur l'eau, l'énergie et le changement climatique. Donc, j'ai fait 3 ans comme coordonnateur de recherche et puis 1 an ici à Yaoundé comme intérim directeur de l'université virtuelle de l'Union africaine. Et depuis 2 ans, je suis rentré en Allemagne. Donc, j'étais un secondman, un détachement, comme on le dit. Donc, depuis 2 ans, je suis rentré donc à mon université de base en Allemagne où l'équipe, du moins la division que vous avez mentionnée, Pan-African Corporation and Educational Technology, s'occupe entre autres des questions liées à l'enseignement à distance, les innovations liées
aux technologies éducatives, des projets dans l'agrovoltaïque, donc le nexus eau, énergie, changement climatique. Mais les projets que moi-même je coordonne et que je gère sont beaucoup plus liés à l'entrepreneuriat, à la digitalisation, à l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur vert. Donc, Digitalization, Green Innovation and Entrepreneurship, qui est plus ou moins l'objet de notre échange un peu aujourd'hui. On dira que c'est un portfolio très chargé, très chargé. Et puisque vous baignez dans cet univers-là, dans l'univers de la technologie, comment pouvez-vous définir la course à l'innovation technologique dans notre contexte actuel? Disons, dans un contexte, dans une perspective géostratégique, la course à l'innovation technologique est une course pour la survie. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'impact que la technologie a sur le quotidien, quand on regarde un peu l'influence et l'impact des GAFA, dont des grands Google, Amazon, Facebook, quand on regarde le contrôle qu'ils ont sur nos vies, l'impact qu'ils ont, l'impact de la technologie dans le quotidien. Oui. Donc, je dirais que c'est une question stratégique, c'est une question d'intérêt national, c'est une question de survie. Donc, chaque gouvernement devrait s'atteler à avoir son indépendance technologique, à pousser dans l'innovation technologique pour pouvoir être indépendant, pour pouvoir limiter la dépendance et les différentes influences que la technologie a sur notre quotidien. Et concernant cet impact-là, comment percevez-vous le fait, son échelle, comment percevez-vous sa vision à l'échelle, sur le domaine de l'économie mondiale? La technologie et l'économie sont très liées, sont étroitement liées, parce que quand on regarde un peu pour le travail, je m'exprime en anglais, donc ça fait que je cherche parfois les mots en français, donc vous allez m'excuser. Ou si je mélange parfois quand je parle. Le Cameroun est bilingue. Avec des mots en anglais. Donc quand on regarde un peu la corrélation entre la recherche, l'innovation, la technologie et le développement, on regarde que les pays les plus avancés économiquement sont des pays aussi qui maîtrisent, qui ont une certaine maîtrise de l'outil technologique. Donc, les firmes, les entreprises, la Silicon Valley, comme on l'appelle, contribuent beaucoup au rayonnement, pas seulement au rayonnement scientifique et au rayonnement innovation, mais au rayonnement économique aussi des Nations Unies. C'est pour ça aussi qu'ils sont la première puissance économique mondiale. Quand on regarde dans le top 10 des grandes puissances économiques mondiales, la Chine, le Japon, ce sont des pays qui maîtrisent la technologie et la technologie contribue à cet avantage économique. Donc quand on revient dans notre continent, les pays qui mettent sur pied des lois pour faciliter l'accès à la technologie, faciliter l'accès à l'innovation, on voit que la corrélation, la dynamique économique suit. Quand on prend des pays comme le Kenya, quand on prend des pays comme l'Afrique du Sud, quand on prend des pays comme l'Égypte, quand on prend des pays comme le Nigeria, ce sont des pôles d'innovation technologique, mais quand on regarde aussi le niveau économique, on comprend pourquoi technologie et économie sont étroitement liées. Parlons de notre continent, tout à l'heure vous l'avez évoqué. Quel est l'état du digital en Afrique, selon vous? Disons que quand on parle du digital en Afrique, il y a une disparité en fonction de la géographie dans le continent. Il y a une disparité, c'est-à-dire il y a des grands écarts. Il y a les Big Five, les pays dont j'ai cité tout à l'heure, qui ont un certain avantage technologique, qui ont compris très tôt que la technologie... Bon, d'autres, le Kenya par exemple, a compris très tôt que la technologie était liée à l'économie et ont mis sur pied des lois pour faciliter l'environnement technologique. Il y a des pays qui ont un avantage historique, comme l'Afrique du Sud, qui ont profité un peu des grands investissements des gouvernements, c'est-à-dire des gouvernements de l'apartheid d'avant, qui avaient déjà un tissu économique relativement stable,
où la technologie, c'est-à-dire la technologie a plus ou moins est entrée dans cet écosystème-là qui était déjà plus ou moins développé. Il y a l'Égypte qui, historiquement et culturellement, est une grande nation. On n'a pas besoin de revenir sur l'Empire égyptien. Donc, la force, c'est-à-dire l'Égypte est une grande nation historiquement, mais qui très tôt aussi a compris qu'il devait embrasser les défis technologiques pour pouvoir avancer dans leur développement. Il y a le Nigeria qui est très, très intéressant aussi, qui est un géant économique, mais où le développement technologique se fait plutôt vers le bas, c'est-à-dire c'est les utilisateurs, c'est les citoyens qui ont aussi compris, qui savent s'approprier les opportunités de la technologie et qui propulsent aussi ce pays en puissance économique. Donc quand on quitte ces Big Five-là, on a maintenant ce qu'on peut dire, on peut aller maintenant dans une division linguistique qui sont aussi liées au legs historique. Division linguistique, je parle ici des pays francophones et des pays anglophones, où la culture, je dirais, c'est-à-dire les cultures entrepreneuriales, les cultures économiques sont un peu différentes. Donc quand on prend des pays anglo-saxons, c'est-à-dire quand on laisse un peu ces Big Five là, quand on prend des pays comme la Tanzanie, on prend des pays comme le Ghana, qui sont un peu moins que ces Big Five, on peut essayer de les comparer en opposition aux pays, je dirais peut-être de l'Afrique de l'Ouest, de la zone CFA, de la zone... On voit aussi que là, le cercle politique et économique est aussi lié au développement technologique. Donc, c'est-à-dire, je mettrais dans un bloc les pays de l'Afrique de l'Ouest, la zone CEMAC, ou bien les pays de l'Afrique centrale, tous ceux qui sont liés un peu au CFA, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, ils sont comparables. C'est-à-dire, dans ces pays aussi, il y a des tops, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, qui sont aussi des champions régionaux. Le niveau technologique est un peu plus évolué. Par exemple, en Afrique centrale, le Cameroun, je pense que si on compare bien que les comparaisons n'aient pas vraiment lieu, mais je pense que des pays un peu comme le Tchad, la DRC Congo, c'est-à-dire, puisque l'économie est aussi liée en quelque sorte aux technologies, ces pays sont un peu plus avancés. Mais quand on prend ce bloc et qu'on le compare maintenant aux pays de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire qui sont ou bien aux pays de l'Afrique australe ou l'Afrique du Sud, c'est-à-dire le Zimbabwe, je sais pas moi quoi, le Zimbabwe, le Lesotho, tous ces pays anglophones c'est-à-dire du sud de l'Afrique. En termes d'infrastructure, la Namibie, ils sont un peu plus lotis. Donc ça se voit un peu, le débit Internet quand on voyage dans ces pays. Le Zimbabwe aussi. Le Zimbabwe aussi. Le Zimbabwe a de très bonnes infrastructures, qui a aussi bénéficié, un peu comme l'Afrique du Sud, des gouvernements post-apartheid où le système éducatif, les infrastructures sont assez développées. La Namibie, donc eux aussi, c'est une autre dynamique. L'Afrique de l'Est maintenant, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, ça aussi c'est une autre dynamique. Donc je crois que c'est géographiquement comme ça qu'on peut faire une petite analyse comparative des développements technologiques qui sont très liés aussi au développement au niveau économique de ces différents pays. Alors, lorsque vous parlez, on constate clairement que l'Afrique, par rapport aux autres continents, a un léger retard face aux innovations technologiques. Qu'est-ce qui manque? Je pense il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées. L'innovation technologique est entremêlée avec l'économie et entremêlée avec la gouvernance et entremêlée avec le niveau de développement. C'est-à-dire l'environnement politique, la gouvernance. Parce que quand on prend des pays comme le Kenya, l'évolution technologique, c'est d'abord les lois, c'est l'environnement qu'on met en place pour pouvoir capitaliser sur c'est-à-dire, j'aurais tendance à dire que plus un pays est démocratique, plus il adopte les technologies. Tout à l'heure, vous avez évoqué les universités. Est-ce que vous pensez que
Il y a des formations requises, de très bonnes formations requises pour former des jeunes qui veulent se lancer dans la technologie en Afrique. Parce qu'il faudrait également souligner que c'est ça qui manque, peut-être c'est ça qui manque à l'Afrique, ce potentiel, ce dynamisme-là à travers les jeunes, à travers la manière d'agir, à travers les nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez qu'il y a de très bonnes formations en Afrique d'abord concernant les nouvelles technologies? Je dirais que le problème de formation, c'est pas seulement les formations. Le problème n'est pas seulement lié aux technologies en Afrique. Le challenge de l'université, les problèmes de l'université et la formation ne sont pas... C'est général. Est-ce que les curriculums, est-ce que l'école forme pour les problèmes de la société? Je crois que ça, c'est plus la question qu'il faut se poser. Que ce soit les problèmes basiques qu'on a, le maçon, le plombier, est-ce qu'on a des centres qui forment des personnes qui nous apportent des solutions à ces problèmes-là? Oui, je vous relance en disant, est-ce qu'il y a assez de centres de formation pour les nouvelles technologies? Le problème n'est pas dans la quantité, puisque sur Internet aujourd'hui, on a une multitude de formations dans différents domaines. Si tu veux te former sur les contenus de Harvard, du MIT, des MOOC, c'est pas le contenu qui manque. Donc, je dirais, par contre, c'est demander à des personnes de chercher quelque chose qui existe déjà. Parce que même si on fait un cours au MIT, ce ne seront pas les problèmes. Ça va te donner des bases en codage, ça va te donner des bases en intelligence artificielle, mais il faudra bien contextualiser les applications de ce codage, les applications à ton contexte local. On aura quelques personnes qui le feront. Il y a des personnes comme Olivier Madiba, par exemple, avec Kiro Games, qui est en train de créer toute une industrie derrière le jeu, le digital, à travers les formations qu'il a prises. Mais ça, c'est des initiatives personnelles. Une question qui sort un peu du commun. Que pensez-vous de l'écosystème entrepreneurial en Afrique d'abord et au Cameroun après? Je ne dirais pas que ça sort du commun, c'est le cœur même. Le cœur même, je Parce dirais. que nous avons, depuis le début de notre podcast, on ne fait que parler de technologie. Et là, tout d'un coup, on sort avec de l'entrepreneuriat. C'est pour ça? C'est aussi lié. D'accord. Particulièrement en Afrique, parce que l'Afrique est le continent qui a le youth dividend, c'est-à-dire la courbe de... C'est-à-dire la population jeune est très grande par rapport à d'autres continents. Et cette population jeune est une population qui a grandi aussi, les générations Z, je ne sais pas comment on les appelle, a grandi avec les nouvelles technologies. Donc, c'est pour ça que je dis que la technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat sont liés. Quand on regarde un peu le dynamisme des jeunes, ce qu'ils sont capables de faire avec des connaissances basiques en codage, on se rend compte qu'il y a un très très gros potentiel. C'est-à-dire, et quand on regarde aussi l'écosystème qui s'organise pour pouvoir capitaliser sur ce potentiel, on ne peut qu'être optimiste sur l'Afrique. Donc quand on parle de cet écosystème, c'est les technologies et l'innovation, bien que l'université souffre d'un problème de réforme des curriculums, ça n'empêche pas les jeunes d'être créatifs. Ça n'empêche pas aussi que des alternatives à l'université se créent. Donc, ce qu'on appelle les incubateurs, les Technology and Innovation Hub, qui proposent aujourd'hui des cadres qui permettent aux jeunes, avec de très bonnes connexions Internet, avec des formations basiques dans différentes technologies, de pouvoir identifier des problèmes dans leur environnement et de proposer des solutions qui se transforment en entreprise. Donc, ce mouvement aussi va en parallèle avec l'innovation, des nouvelles technologies. Avec l'innovation, avec le advocacy, ce que j'appelle un peu des pasteurs de l'entrepreneuriat. Donc, dans chaque pays, on en trouve Philippe Simon qui motive des motivateurs. Donc, en quelque sorte, ça va de pair avec
cet environnement informel d'innovation et entrepreneuriat qu'on appelle, je ne dirais pas informel, mais formel, c'est l'université qui devait jouer ce rôle, mais cet environnement un peu reculé qui contribue. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui font des formations sur YouTube et qui proposent leurs services à l'extérieur, qui développent des solutions, qui développent des startups. Ici même, comment ça s'appelle Headschool, Abischool, c'est une start-up aussi qui, quand on regarde les équipements aujourd'hui, je suis presque certain que tous ici on fait des formations complémentaires. C'est pas seulement ce qu'on a appris à l'université, des formations complémentaires sur YouTube et qui, à travers des moyens minimums, contribuent. Donc, c'est pour dire que les jeunes ont un très très grand potentiel. C'est quelque chose sur lequel, en fait, c'est l'avenir même du continent. La force, c'est la courbe de jeunesse qui est très, c'est-à-dire, je ne sais pas si on dit la courbe de jeunesse, mais la proportion de jeunes de moins de 25 ans dans presque tous les pays qui font la majorité de la population. C'est ça, quand on regarde tous les pays qui se sont développés, historiquement, le pays où la jeunesse est la plus grande est celle dont le futur est le plus bright, est le plus prometteur. Donc, si on peut dire comme ça. Donc, en quelque sorte, je pense que, avec ou sans les dirigeants, parce que le Nigeria le montre, le Kenya le montre. Le Nigeria, c'est un exemple parfait où le cadre politique n'est pas nécessairement idéal, mais l'innovation qui vient des jeunes positionne ce pays parmi les géants africains et même mondiaux, parce que le Nigeria aujourd'hui, c'est pas seulement la première économie africaine, elle est parmi les économies mondiales. Mais ça, malgré les challenges structurels, les challenges politiques, les jeunes sont ceux-là qui poussent cette innovation. À côté maintenant, avec ces acteurs de l'écosystème entrepreneurial et innovation. Donc, en quelque sorte, cet écosystème-là se forme depuis, disons, 10 ans. Un grand acteur, c'est AfriLab, c'est l'association des incubateurs et espaces d'innovation. Déjà, ils essayent dans chaque pays de promouvoir ces espaces informels n'est pas vraiment le mot, ces espaces un peu reculés, mis à part. Oui, je ne sais pas comment trouver ces acteurs, additional actors. C'est-à-dire, ils essaient un peu de les organiser, de les structurer, de les promouvoir. Ils embrassent de nouveaux challenges parce qu'après avoir, aujourd'hui, dans chaque ville, dans chaque grande ville, dans chaque grande capitale, il y a plusieurs espaces de coworking, plusieurs espaces d'innovation et d'entrepreneuriat. Le challenge maintenant serait peut-être d'aller dans des zones reculées, dans des zones rurales, pour que ce dynamisme-là touche aussi des zones reculées. Il y a d'autres challenges qui sont venus après la structuration et l'organisation de cet écosystème. C'est le financement. Donc, quand tu crées cet espace et que tu donnes la possibilité aux jeunes de créer des entreprises, comment est-ce qu'ils ont l'accès aux finances pour pouvoir passer à un certain cap, compte tenu du fait que les banques ne sont pas nécessairement les acteurs. Donc, il y a un environnement ad hoc à côté, je dirais pas informel, qui se crée aussi. Oui, on essaie de trouver des financiers, on essaie de... donc, en quelque sorte, l'écosystème, avec le temps, se structure en fonction de ses réalités. Oui. Mais là, vous avez pris dans le cadre général l'Afrique. Tout à l'heure, on a parlé du Nigeria où le dynamisme y est vraiment. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? La jeunesse est la même partout, le dynamisme est le même partout. Le Nigeria est un peu particulier. C'est un peu plus accentué. Mais ce dynamisme-là, tu le retrouves au Kenya, tu le retrouves au Cameroun, tu le retrouves au Sénégal, tu le retrouves un peu partout. Parce que le moteur, c'est la jeunesse et la technologie. Donc, quand on les combine, il y a une certaine dynamique qui se crée. Bon, dans certains pays, cette dynamique est encadrée, cette dynamique est supportée, dans d'autres moins, mais cette dynamique est là dans presque tous les pays africains où j'ai eu l'occasion de voyager pour le travail. Et puisqu'on parle de l'Afrique, on parle de l'éducation, on parle de la technologie, Afro-EduTech, qu'est-ce que c'est? Donc, Afro-EduTech, fort du constat que cette dynamique est en place,
cet environnement parallèle, je dirais, un parallèle informel n'est pas le mot, environnement parallèle au cadre formel qu'est l'université, Oui. je me suis rendu compte que les jeunes qui sortaient de cet environnement, du moins cette dynamique touche beaucoup plus l'université. Et généralement, les jeunes aussi qui excellaient, c'était des jeunes qui avaient déjà, c'est-à-dire une ADN de leadership. Je prends mon cas par exemple. En Allemagne, avant de pouvoir travailler au lycée, déjà, j'étais chef de classe, la coopérative. Donc, et quand on se retrouve par exemple en Allemagne avec ceux avec qui on fonde par exemple l'association des ingénieurs informaticiens camerounais en Allemagne, c'est particulièrement le même profil. C'est des personnes qui, dès le lycée, dès l'école, étaient déjà engagées socialement, avaient déjà pris certaines responsabilités. Donc, fort de ce constat que les technologies, l'entrepreneuriat au niveau universitaire est plus ou moins déjà structuré, mais qu'il faut aller à un niveau un peu plus bas. Donc, on a pensé avec Afro-Edutech, qui est une structure qu'on essaie de mettre un peu sur pied, comment est-ce que les jeunes, au plus bas âge, depuis l'école primaire, peuvent déjà embrasser les aspects liés à la technologie, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Donc, on essaie un peu de créer un écosystème où les jeunes pourront très tôt embrasser les nouvelles technologies et se familiariser à ce niveau de technologie, et c'est-à-dire l'esprit de créativité qu'ils ont, qu'on puisse en fait créer un environnement qui puisse l'exploiter au maximum. Donc, Afro-Edutech, c'est un peu ça. On essaie de le faire à travers des clubs de digitalisation qu'on veut mettre dans des écoles. Donc, des clubs de digitalisation dans des écoles. Un club a plusieurs ateliers. Donc, on a identifié des ateliers de codage. À l'intérieur de l'atelier de codage, on initie les enfants aux différentes techniques de programmation, intelligence artificielle. Il y a des ateliers de fabrique, Fab Lab, où on présente un peu aux enfants ce qu'ils peuvent faire avec l'électronique, les circuits Arduino, les robots. La robotique aussi. La robotique, l'impression 3D. Donc, il y a des ateliers d'art, parce que technologie et art aussi, dans cette compétition globale, doivent aller ensemble. Parce qu'avec l'essor de l'intelligence artificielle, si on ne contextualise pas l'intelligence artificielle avec des valeurs culturelles, quelque part, ce sera difficile de compétir avec les autres. Donc, l'atelier art, par exemple, dans les Afro-Edutech Club, c'est le dessin assisté par ordinateur, c'est la musique assistée par ordinateur, c'est la couture assistée par ordinateur. Donc, ces différents ateliers font partie d'un club qu'on essaie d'intégrer dans des écoles, et les jeunes qui sont dans ces clubs doivent eux-mêmes structurer la vie du club, c'est-à-dire qui est le responsable du club. On les donne déjà des skills liés au leadership. Et on a aussi une approche de problem-based à l'intérieur du club. Donc, chaque atelier, on a un problème qu'on identifie et les enfants travaillent à développer une solution par rapport à ce problème-là. Et les clubs aussi font des compétitions. Donc, on essaie un peu d'organiser des compétitions nationales entre les lycées. Donc, il y a un curriculum qu'on développe à l'intérieur des clubs pour l'année scolaire qui suit ces différents ateliers et qui suit ces différents problèmes, challenges. Et à la fin, donc, on essaie de faire compétir avec l'émulation les différents clubs. Donc, on essaie à travers cette dynamique un peu de renforcer le curriculum d'informatique qui est déjà là, mais qui n'est pas suffisamment dense quand on parle de compétition globale. Donc, on essaie à travers Afro-Edutech de créer cet écosystème-là où les jeunes pourront se familiariser avec l'outil informatique avec une approche de compétition, de résolution de problèmes. Donc, si on comprend bien, Afro-Edutech, c'est un assemblage de quotidien et d'informatique. Parce que c'est un assemblage de quotidien. Quotidien, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la couture assistée avec ordinateur, le dessin assisté avec ordinateur. Donc, je veux dire par là que tout ce qui peut être dans la vie réelle peut être assisté par ordinateur à travers Afro-Edutech. Oui, c'est-à-dire les clubs Afro-Edutech dans les lycées doivent s'inspirer
du quotidien pour identifier des problèmes, résoudre des problèmes en utilisant l'outil informatique. Mais ça, dès le bas âge. Donc, on a un curriculum qui est adapté aux enfants de 6. On a 3 catégories de jeunes dans les écoles. Donc, de 6 à 9, de 10 à 13 et de 14 à 16. Donc, en fonction des capacités cognitives, donc, on introduit les technologies avec différentes approches. Ça peut être une approche ludique, le jeu quand c'est les enfants, mais quand c'est des personnes un peu plus âgées, c'est des problèmes, c'est des problèmes qu'ils essaient de résoudre. Pourquoi la compétition ne concerne que les enfants de 6 à 14 ans? Pourquoi cette tranche d'âge-là? Parce qu'au niveau, disons, c'est des catégories qu'on a essayé, parce que les fonctions cognitives, c'est-à-dire introduire l'informatique à un enfant de 6 ans, l'approche est différente d'un enfant de 14 ans. Donc, il fallait se sectionner en fonction de leur niveau cognitif. Donc, on a 3 catégories. Donc, c'est-à-dire, disons même de 4 à 8 ans, de 9 à 13 ans et de 14 à 16 ans. Ça, c'est un peu... 14 à 17 ans, ça couvre le lycée, ça couvre l'école primaire jusqu'à ce qu'on sorte du lycée. Après le lycée, il y a d'autres acteurs, dont les incubateurs, qui prennent le relais. Donc, nous, on se focalise beaucoup plus sur le primaire, le secondaire et le lycée. Et vous insistez sur le fait que ça doit se faire dès le bas âge. Est-ce que quelqu'un, par exemple, à partir de 14 ans, ne peut pas s'imprégner facilement? Non, il s'imprègne puisqu'il y a des modules de formation liés à cette tranche d'âge-là. Est-ce qu'il n'aurait pas raté le module de peut-être de 6 ans? Non, il prend ce que l'enfant de 6 ans fait en un mois, lui, il le ferait en 2 jours, puisqu'il est un peu plus avancé. Donc, Afro-Edutech, c'est ce curriculum standardisé dans les écoles, mais c'est aussi une plateforme en ligne. On essaie aussi de mettre des clubs en ligne, c'est-à-dire de créer une espèce de community de practice, donc où les clubs peuvent s'échanger, où les enfants peuvent s'échanger. Donc un réseau social, un réseau éducatif en quelque sorte, où les clubs peuvent s'échanger, les enfants peuvent s'échanger, les enseignants peuvent aussi s'échanger, parce qu'on renforce aussi la capacité des enseignants dans les lycées à s'approprier et à enseigner ces outils-là. D'accord. Des actions majeures à venir? Des actions majeures à venir, Afro-Edutech a un Fab Lab, donc un incubateur en quelque sorte qui est situé à l'école internationale allemande de Kolfulu, à GIS Kolfulu. Donc, chaque samedi, les enfants peuvent venir déjà utiliser les équipements du Fab Lab Afro-Edutech. Donc, on a les imprimantes 3D, on a les lunettes pour réalité virtuelle, Arduino. Donc, on a aussi un curriculum. Donc, ça, c'est chaque samedi. En juillet, on aura un bootcamp qu'on organise sur 4 semaines, donc des sessions de formation intensives pour des jeunes, pour ces différentes catégories d'âge-là. Donc tous les jours, ce sera 4 heures. Et puis, ça dit dans l'immédiat, c'est le programme chaque samedi qu'on offre, et puis le bootcamp qu'on aura en juin. On a aussi la compétition qu'on est en train de... En fait, on est en train de la tester plus ou moins cette année avec 5 écoles pour la déployer l'année prochaine à l'échelle nationale. Donc, et la compétition devrait commencer à mi-mai. Donc, on aura 4 semaines pour préparer les enfants de mi-mai à mi-juin. Et le 14 juin, ils doivent donc compétir à l'école. Mais l'idée, en fait, c'était un peu de roder les processus pour lancer la compétition nationale l'année prochaine où beaucoup plus d'écoles vont participer. Nous sommes presque à la porte de sortie. Mais avant, revenons un peu sur le Cameroun. Quelle action concrète doit-on mettre en place pour redorer l'image de l'innovation technologique au Cameroun de manière précise? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais à une échelle individuelle. On a beaucoup d'innovateurs. Je pense à Olivier Madiba, je pense à Paul, je pense à Ayouk. Il faudrait juste maintenant qu'on soit un peu plus organisé. C'est-à-dire se serrer les coudes, qu'on soit un peu plus structuré. Là, ce qu'on fera sera beaucoup plus visible.
Donc, quand il y a des compétitions, les Google Challenge, on voit toujours qu'il y a des Camerounais, mais l'écosystème en lui n'est pas vraiment organisé et structuré comme dans d'autres pays, comme au Nigeria, comme en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des acteurs, il y a Ayou Keta qui essaie un peu de structurer l'écosystème ici, il y a Afro, il y a Kametech qui était un peu une espèce d'association de tous ces acteurs, qui a essayé de se structurer, mais qui a eu certains petits soucis, on espère. En fait, il faut fédérer les efforts. Et que si on fédère les efforts, on sera beaucoup plus visible à l'extérieur, parce que beaucoup de choses se font déjà, mais c'est des individualités. Alors, quel message aimeriez-vous donner ou donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la technologie, dans le domaine de la technologie? Je pense que la technologie est inévitable, c'est-à-dire subir ou périr. Donc, particulièrement avec l'essor de l'intelligence artificielle, le travail de demain sera très très lié à la technologie. Donc, il faut s'y mettre, quel que soit le domaine qu'on fait. Tu peux être un artiste, mais il faut te demander quelle est l'implication de la technologie dans mon travail. Tu peux être un avocat, il faut te demander quelle est l'implication, comment est-ce que je peux utiliser l'outil technologique pour pouvoir améliorer mon rendement. Parce que si tu ne te poses pas cette question, tu n'auras probablement plus de travail. Ce qui me pousse à vous poser, donc il y a des limites dans la technologie. Il y aura toujours des limites dans la technologie. C'est pour ça que c'est important de fortifier l'aspect culturel, c'est-à-dire d'avoir de bonnes bases culturelles pour pouvoir appliquer la technologie. Parce que tout ce qui n'est que automatisation, donc toutes les activités professionnelles qui demandent des activités répétitives seront plus ou moins substituées. Donc, seront plus ou moins substituées par la technologie, pour ne pas dire l'IA. Par contre, si on a un artiste qui peut exprimer son art, sa particularité en utilisant la technologie, ça, c'est des domaines où il y a encore des limitations à la technologie. Que ce soit un musicien, que ce soit je sais pas moi quoi. Il y aura toujours un côté qui est lié à les émotions, qui est lié à la culture, où la technologie aura certaines limites. Et c'est là où il faudra pouvoir se positionner. Docteur Itambo, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Merci de nous avoir prêté votre attention et on espère que vous repasserez très bientôt. C'est à moi de vous remercier et j'espère que j'aurai pu apporter un peu quelques idées, quelques idées de mon expérience professionnelle. Merci. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. C'était Schoolcast, votre podcast dédié aux questions d'éducation, de formation, de recherche, d'innovation et même d'insertion professionnelle. À très bientôt pour une nouvelle édition. Merci.